16e escapade hors des sentiers rebattus. Et nous n'allons toujours pas voir la Tour Eiffel ni les Champs-Élysées, même si aujourd'hui nous n'en sommes pas très loin. Alors voilà, nous allons voir un lieu qui a été marqué par 80 ans de confinement. Oh, je cherche à rester un petit peu dans l'actualité, qui a été marqué par 80 ans de confinement et qui est même peut-être le paroxysme du confinement. Et puis c'est une première puisque c'est le premier hors des sentiers rebattus qui se déroule en France. Alors voilà, aujourd'hui nous allons à Paris et nous allons voir un endroit qui a été inauguré en 2019. Je suis allé le voir parce qu'évidemment, mon métier, que j'ai exercé jusqu'en 2018 pendant 43 ans, était d'enseigner l'économie. Il se trouve qu'en 2019, ça se sait très peu, parce que ma foi, ça fait à peine un an, et surtout si on enlève les mois du confinement, il se trouve qu'en 2019, on a inauguré dans un beau bâtiment parisien la Cité de l'économie. Alors bon, il faut des mots très courts et percutants aujourd'hui, donc ça s'appelle Citéco. C'est un lieu pédagogique où tout ce que j'ai enseigné pendant 40 ans est représenté dans des très belles salles. Et ce n'est pas mon propos. Vous aurez peut-être un jour l'idée d'y aller. Il paraît que les Français manquent de connaissances économiques, hein, mais bon, moi j'ai eu l'occasion de vérifier dans d'autres pays que les gens ne sont peut-être pas très savants en matière d'économie. Et puis c'est pas mon propos. Mon propos, c'est que j'ai visité ce lieu, bien sûr, avec curiosité, en juin 2019, 15 jours après son inauguration. Et j'ai découvert un petit trésor anecdotique mais amusant. Alors d'abord, je vous montre où se trouve la Cité de l'économie à Paris. Donc, vous voyez, ici vous avez Paris, la Seine, et sur l'ouest de Paris, il y a le 17e arrondissement. C'est pointillé, c'est le Louvre, les Champs-Élysées, ça va jusqu'à la Défense. Vous voyez, on est au nord, au nord-ouest de Paris, dans le 17e. Là, ce point, Citéco. Pour aller plus précisément, ça se trouve dans un triangle entre le métro Malesherbes, le métro Villiers, un peu au nord le quartier des Batignolles, et voilà, bon, c'est le parc Monceau, voilà, en dessous, là, à 50 mètres du lieu, qui s'appelle l'hôtel Gaillard, il y a le parc Monceau. Cet hôtel Gaillard a une belle histoire. Un monsieur Gaillard, très Gaillard, j'ai envie de dire, puissant, riche, passionné d'art et d'architecture, au milieu du 19e siècle, commence à faire des collections d'œuvres d'art. Ces deux cibles sont le gothique, c'est la mode, hein, pensez à Victor Hugo et Notre-Dame de Paris, et le style Renaissance. D'ailleurs, il a géré les affaires du célèbre comte de Chambord à l'époque, dans les années 1870. Et M. Gaillard est très riche et puis il a des collections en Renaissance incroyables. Il se fait faire une maison plus grande pour abriter entre autres ses collections. Il fait construire un hôtel somptueux. Je ne vais pas trop faire de commentaires, mais c'est un hôtel qui est bâti sur un petit peu une inspiration du château de Blois. Non, bien sûr, cet hôtel n'est pas du tout Renaissance. Il a été construit en 1882 et par un architecte qui avait travaillé d'ailleurs sur des restaurations dans les châteaux de la Renaissance. Alors, on construit ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel Gaillard. Et bon, Gaillard meurt en 1902. Ça crée des petits problèmes, il y a des dettes, on est obligé de vendre ces extraordinaires collections d'architecture. Au passage, quand vous visitez l'hôtel Gaillard, parce que ça vaut quand même la peine de le visiter, même si c'est pas mon propos c'est un endroit précis à l'intérieur de l'hôtel Gaillard, mais si vous visitez l'hôtel Gaillard, il y a des salles entièrement couvertes de bois, avec des incrustations de sculptures de la Renaissance, et parfois, lorsqu'il avait acheté une pièce sculpté de la Renaissance, ben, ma foi, il complétait par des sculpteurs, ce qui fait que vous avez tout un panneau qui paraît être de la Renaissance, et en fait, on vous dit attention, il n'y a que cette pierre qui est... Voilà, mais il s'entourait de... C'est quand même assez somptueux, et il y a fait des banquets où les gens de 2000 personnes déguisées, enfin costumées comme à l'époque d'Henri II. Voilà, donc somptueux, il meurt en 1902, c'est mis à la vente en 1904, évidemment ça n'a pas de prix, un truc comme ça, donc ça n'est jamais, c'est même bradé, ça n'arrive pas à trouver acquéreur. Et en 1919, la Banque de France l'achète. Je rappelle, pour ceux qui l'ignorent, que la Banque de France était une institution privée, elle a été nationalisée plus tard, et
constituée par des actionnaires qui s'appelaient les 200 familles. C'était les méchants riches de la France. Et donc, voilà, elle avait des moyens. Il se trouve que dans ce quartier, il y avait beaucoup d'industriels qui venaient choisir, dans le 17e, boulevard Malesherbes, une résidence secondaire. Et puis des artistes aussi, Sarah Bernard, Claude Debussy. Voilà, donc ils s'installent là. Et la Banque de France, bien entendu, quand elle rachète l'immeuble, elle sait qu'il y a de la clientèle. Et là, c'est là qu'intervient mon propos. La Banque de France a besoin de faire une salle des coffres, parce que ces clients-là, ce qu'ils veulent, c'est protéger leur petit patrimoine de bijoux, de lingots. Hein. Penser que la France était quand même le pays de la... Enfin, le pays où on épargnait le plus en or. Voilà. Hein. Et donc, on creuse une immense cavité et l'architecte décide de faire une salle des coffres hors norme. C'est le deuxième âge. Hein. Le premier âge, c'est Gaillard. Le deuxième âge, c'est la Banque de France. Et le troisième âge, dont je ne vous reparlerai pas, c'est depuis l'an dernier, 2019, la Cité de l'économie, Citéco. Et je fais le focus sur la salle des coffres de la Banque de France. Alors bien entendu, on a agrandi le bel immeuble de M. Gaillard, la plupart des pièces avec boiseries, lustres et pièces d'art, quelques-unes ont été maintenues. C'est les services, le bureau du directeur, l'appartement de fonction, etc. Mais pour la salle des coffres, on fait une extension. Là, l'architecte creuse, il fait comme une espèce de cuve géante, parce qu'il y a quand même 112 armoires fortes, renforcées, et 3874 coffres. C'est un quartier où il y a de l'aisance. Et j'en viens à mon propos. Comment protéger cet endroit? D'abord, il le ceinture d'un mur de béton de 25 cm, ce qui est énorme à l'époque. Je vous engage à aller voir sur Internet la construction du chantier des caves de la Banque de France. Ça, c'est une succursale qui est à 1 km à vol d'oiseau de la Banque de France, rue de la Vridière. Mais dans les années 20, on creuse aussi, un souterrain encore plus profond, les caves de la Banque de France. Et donc, vous verrez, il y a des petits films qui le montrent sur Internet, l'incroyable chantier qui a passionné les Parisiens pour la construction de ce qu'on appelle la souterraine, où personne ne peut visiter, bien entendu. Mais là, l'architecte de Frasse décide de protéger cette cuve géante. Alors, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et bien entendu, c'est parce qu'on a fait autre chose que la salle des coffres, mais pour vous montrer que la salle est très belle, et puis elle est en art déco, puisqu'elle a été construite dans les années 20, pas à l'époque de Gaillard. Eh bien, il a une idée assez incroyable, unique dans l'histoire de l'architecture. Il fait des douves avec de l'eau au fond, comme autour d'un château fort. En fait, il fait un château fort du coffre-fort. Ah, ça c'est fortiche. Donc des douves très profondes. Et un pont-levis qui se rétracte de manière électrique. Alors là, je peux vous montrer un morceau du pont-levis, mais bon, c'est difficile. En fait, c'est protégé, il n'y a aucune image, hein. Même encore aujourd'hui, et encore moins à l'époque. Mais voyez, si vous regardez là, ça c'est un pont qui permet d'accéder à la salle des coffres. Voilà. Et ce pont, il se rétracte. Il part en arrière sur une impulsion. Alors, ce qui était amusant, c'est que quand j'y suis allé, la porte était en panne. Donc, j'ai eu beaucoup d'explications sur les douves, le pont-levis, puisqu'on n'a pas pu aller dans la salle des coffres, qui m'intéressait moins d'ailleurs. Comble du perfectionnement, une nacelle suspendue circule toute la nuit, électriquement, en surplomb sur les douves. Alors, pont-levis rétractile. Nacelle suspendue, où le gardien surveille ce qui se passe toute la nuit. Vous doutez bien que même Spaggiari n'aurait pas pu forcer les coffres de cette succursale de la Banque de France. C'est quelque chose d'étonnant, d'abord parce qu'on y trouve du néo-gothique dans ce bâtiment, du néo-gothique, du Renaissance, du néo-Renaissance et de l'Art déco. Et puis, bon, c'est quand même quelque chose d'unique dans l'histoire de l'architecture, je pense. Hein. Entre le béton armé, les douves, le pont-levis et la nacelle électrique qui fait le tour, voilà. Écoutez, à découvrir, et vraiment une particularité, et c'est ma première en France. Alors la semaine prochaine, on va dans une région d'Italie pour la 3e fois. Donc les spectateurs assidus peuvent m'envoyer un commentaire me disant quelle est la région. Le premier qui trouvera la bonne région, je lui enverrai un jour avant
le 17e épisode, puisqu'aujourd'hui c'était le 16e épisode. Je vous remercie.